Vous sera présenté par Émilie Vallée et moi-même, Madia Waïd. Nous sommes conseillères professionnelles au sein du pôle relations entreprises et partenariats de la MSA Mayenne Orne-Sarthe. Comme vous avez pu le constater, vos micros et caméras sont désactivés, et ce pour une meilleure qualité de diffusion de notre présentation. Toutefois, vous avez la possibilité de nous adresser vos questions en utilisant l'icône QR, donc pour questions et réponses. Anne Dagron et Nicolas Jamoto, conseillers professionnels, aussi au sein du même service de la MSA Mayenne Orne-Sarthe, nous accompagnent pour répondre à vos questions. Pendant ce webinaire, je vais vous présenter les différents outils déclaratifs, à savoir le TESA simplifié, le TESA plus et la déclaration sociale nominative qu'on va appeler DSN. Émilie va vous rappeler les bonnes pratiques avant l'embauche en vous présentant les exonérations, notamment l'exonération travailleurs occasionnels demandeurs d'emploi, ainsi que des précisions importantes sur la complémentaire santé groupe, la prévoyance, la garantie GIT-DC et aussi quelques précisions sur l'immatriculation des salariés saisonniers français et étrangers. Puis nous terminerons notre présentation avec des informations nécessaires sur les droits santé de vos salariés, le versement des indemnités journalières et aussi sur l'accident de travail. Donc, je commence cette présentation par la définition du travail saisonnier. Donc, les travaux saisonniers sont ceux dont la tâche sont appelés à se répéter, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs. Les travaux agricoles qui en découlent permettent aux employeurs d'établir un contrat saisonnier à durée déterminée. En tant qu'employeur agricole, vous avez la possibilité d'utiliser plusieurs outils déclaratifs. Et bien sûr, vous avez l'obligation de déclarer l'embauche de vos salariés, car déclarer vos salariés, c'est sécuriser l'activité. Les salariés saisonniers peuvent être déclarés via l'outil TESA simplifié ou le TESA plus ou par le biais de la DSN. Et juste pour rappel, si vous avez des questions qui sont relatives au droit du travail, en tant qu'employeur, vous devez vous rapprocher de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités. Donc la MSA met à votre disposition 2 outils totalement gratuits. Donc, comme je l'ai déjà précisé, le TESA plus et le TESA simplifié. On vous a aussi mis un lien pour consulter le site tesa.msa.fr pour avoir un peu plus d'informations. Le TESA simplifié va vous faciliter les démarches des entreprises, va vous faciliter en tant qu'employeur les démarches si vous ne disposez pas pardon, de solutions de gestion du personnel. Donc, et si vous n'avez pas besoin d'un tiers déclarant, ni de logiciel de paye via ce TESA simplifié. C'est un outil gratuit, accessible via votre espace privé, que ce soit sur votre ordinateur, tablette ou même votre smartphone. C'est une offre plébiscitée dans l'usage pour sa simplicité. Il s'agit d'un guichet unique simplifiant les démarches sociales liées aux emplois occasionnels. Donc, c'est des emplois occasionnels qui sont de très courte durée, donc 3 mois maximum. Et aussi, c'est un service qui sécurise la protection sociale de vos salariés. L'outil TESA simplifié va vous permettre d'accomplir 11 formalités en une seule déclaration.
Donc, vous allez avoir 6 formalités au moment de l'embauche de votre salarié et 5 à l'issue de la relation de travail. Donc, au moment de l'embauche, vous allez pouvoir faire la déclaration préalable à l'embauche, ainsi établir le contrat de travail de votre salarié, l'immatriculer, le signaler au service santé sécurité au travail, l'inscrire sur le registre unique du personnel et la demande d'exonération de cotisations patronales pour les travailleurs occasionnels si vous le souhaitez. Les 5 formalités à l'issue de la relation de travail, vous allez pouvoir établir le bulletin de salaire, aussi les attestations, de fin de contrat, hein, donc ça va être le certificat de fin de travail, l'attestation Pôle emploi, la déclaration des données nécessaires au calcul des cotisations sociales et au prélèvement fiscal à la source et à la déclaration annuelle des salaires aux services fiscaux. Le TESA+, c'est un service qui vous permet de déclarer de façon exclusive vos salariés en CDI et en CDD. Donc, contrairement au TESA simplifié, où on va se limiter au contrat CDD de courte durée. Donc, le TESA+, c'est pour les salariés en CDI et en CDD, et ce, en répondant à vos obligations liées à la DSN et au prélèvement à la source. Si vous employez des CDI et que vous ne souhaitez pas recourir à la DSN, vous pouvez utiliser le TESA+. En revanche, vous devez utiliser ce service pour tous vos salariés. Vous ne pouvez pas utiliser le TESA+ pour les salariés en CDI et le TESA simplifié pour les autres. Donc, la déclaration sociale nominative, donc la DSN, repose sur la transmission unique, mensuelle et dématérialisée des données individuelles des salariés à partir des données de la paie. Vous disposez d'un logiciel, si c'est le cas, si vous disposez d'un logiciel de paie, devez déclarer vos salariés saisonniers par ce biais. Si par contre vous avez recours à un tiers déclarant pour l'emploi des salariés permanents, CDD, longue durée ou encore les apprentis, vous pouvez opter pour l'utilisation soit du TESA simplifié ou du TESA+. Donc voilà, par rapport à la DSN, c'est soit vous avez un logiciel que vous avez pu s'attribuer. Dans ce cas-là, vous faites la déclaration par ce biais de vos salariés, CDI, CDD ou saisonniers. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez avoir un recours à un tiers déclarant. Donc à ce niveau-là, je laisse la main à Émilie pour la partie présentation des exonérations et suivant. Merci Nadia. Donc effectivement, je vais reprendre le fil de la présentation de ce webinaire. Donc une fois que vous aurez déterminé donc quel mode déclaratif vous souhaitez choisir pour la déclaration de vos travailleurs saisonniers, donc soit vous utilisez le TESA simplifié, soit le TESA plus ou par le biais de la DSN, comme vient de le présenter Madia précédemment, on va arriver sur l'étape en fait des formalités déclaratives. Donc effectivement, la première étape que vous allez avoir à gérer, ça va être la déclaration préalable à l'embauche. Donc pour rappel, c'est une déclaration qui est obligatoire. C'est une démarche que vous pouvez effectuer donc au plus tôt dans les 8 jours qui précèdent la date d'embauche et au plus tard, donc dans les minutes qui précèdent la prise de poste de fonction du salarié. Donc, si jamais vous étiez enfin, si jamais vous êtes en difficulté, pardon, sur le délai en fait pour nous transmettre cette déclaration préalable à l'embauche, je vous rappelle effectivement qu'il faut absolument prévenir la MSA. C'est absolument nécessaire pour que nous ayons connaissance de l'arrivée du salarié, de pouvoir sécuriser en fait l'existence de sa présence sur votre exploitation ou votre entreprise. Et donc, faire un message sur votre espace privé ou bien nous alerter par téléphone pour nous donner au moins l'identité du salarié, sa date d'embauche et l'heure d'embauche. C'est vraiment voilà, les informations majeures que nous devons avoir dans un premier temps.
dans le temps imparti que vous aurez pour finaliser ensuite votre déclaration d'embauche. Donc cette déclaration d'embauche, elle va surtout permettre de garantir la sécurité pour vous, pour le salarié. Pour rappel, effectivement, si nous n'avons pas connaissance de cette information-là, en cas d'oubli, en cas d'erreur, c'est votre responsabilité qui est engagée. Donc on vous rappelle bien effectivement qu'il est absolument indispensable d'établir cette formalité. Donc, lorsque vous allez établir votre déclaration à l'embauche, vous allez aussi, à cette étape-là, définir si vous souhaitez opter pour l'exonération de travailleurs occasionnels. Donc, c'est bien une option qui se demande au moment de la déclaration d'embauche. Donc, l'option d'exonération du travailleur occasionnel, c'est un dispositif en fait qui vous permet d'avoir une exonération de vos cotisations patronales de sécurité sociale, légale et conventionnelle. Cette exonération, elle est aujourd'hui applicable par rapport à certaines activités et par rapport à certains domaines d'activité. Donc, au niveau des activités concernées, dans notre emploi agricole, on va quand même retrouver une majorité des activités puisque ce sont toutes celles qui sont liées donc déjà au cycle de production animale et végétale. On retrouvera également les activités qui vont être en lien avec les travaux forestiers, tous les travaux agricoles d'amélioration foncière et on aura aussi toutes nos activités qui vont être en lien avec la transformation, le conditionnement ou encore la commercialisation des produits agricoles. Donc, à partir du moment où ces activités sont en prolongement de votre exploitation et de l'acte de production, vous rentrez dans les critères. En revanche, on va avoir certains domaines qui vont être exclus de l'exonération du travailleur occasionnel. Ça va être effectivement des activités du type d'accueil touristique ou par exemple pour l'hébergement ou la restauration. Donc là, ces activités-là sont non concernées et ne peuvent pas demander le bénéfice de l'exonération du travailleur occasionnel. Donc, les salariés qui sont concernés par la possibilité de demander l'exonération de travailleurs occasionnels sont bien des salariés qui sont uniquement recrutés en CDD, donc en contrat à durée déterminée. On aura une exclusion, c'est bien à partir du moment où on aurait l'emploi d'un CDD pour, vous remplacer ou remplacer un autre salarié, c'est-à-dire, voilà, en remplacement de vous en tant que chef d'exploitation ou d'un de vos autres salariés si, par exemple, on est sur un motif, voilà, d'absence pour arrêt maladie ou autre. Là, on ne rentre pas dans le critère. L'exonération de travailleurs occasionnels, elle est bien liée effectivement à l'emploi de travailleurs plutôt saisonniers. Donc, c'est une demande au moment de la déclaration d'embauche, comme on l'a déjà évoqué ensemble. C'est une exonération qui, effectivement, est limitée dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez en avoir le bénéfice sur une durée donc maximale de 119 jours travaillés par année civile. Donc, on est bien sur une durée par rapport au même salarié chez le même employeur. Donc, en général, effectivement, l'exonération répond bien, en tout cas, au fait de l'emploi des travailleurs saisonniers qui, en général, ne sont pas présents sur de très longues durées sur une année civile. Donc, ce dispositif, pour rappel, n'est pas cumulable avec la réduction générale dégressive qu'on appelle plus communément la réduction Fillon, donc qui peut éventuellement être mise en place à partir du moment où on rentre sur les critères d'exclusion qu'on vient d'évoquer précédemment ensemble. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions hein, si vous le souhaitez. Donc, dans le fil de questions-réponses qu'on vous a mis à disposition, hein, nos collègues sont bien présents pour interagir avec vous si besoin. Donc, on souhaitait également, au cours de cette présentation, vous parler de points par rapport à la prévoyance. Donc, la prévoyance, effectivement, ça soulève souvent pas mal d'interrogations de votre côté en tant qu'employeur sur vos obligations et qu'est-ce que je dois faire au moment d'une embauche. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler de la prévoyance donc pour la garantie d'incapacité de travail et de décès. Donc, il faut savoir que depuis 2010, toute entreprise a l'obligation d'adhérer à un contrat de prévoyance pour ses salariés qui sont non cadres et si vous relevez des accords de la production agricole.
C'est-à-dire que vous rentrez dans les critères d'activité suivants. Je suis une exploitation de culture ou d'élevage, quelle que soit la nature d'activité. Je suis une entreprise de travaux agricoles qui entre dans le cycle de la production animale et végétale. Je suis une entreprise de travaux forestiers pardon, ou je suis une entreprise, donc un établissement qui va être dans les activités, là, bon, on va être moins concerné sur notre région, mais de pêche maritime, par exemple. Donc, ça veut dire que vous devez effectivement souscrire auprès donc d'un organisme de prévoyance à un contrat d'adhésion pour la prévoyance garantie incapacité de travail et de décès. Donc, depuis 2017, vous avez le libre choix d'adhérer auprès de l'organisme d'assureur de votre choix. Après, bien évidemment, il y a des organismes effectivement qui ont été recommandés en fonction aussi de vos accords de branche. Donc, ça va permettre vraiment, et c'est absolument important, de pouvoir couvrir vos salariés, bien évidemment, au motif soit du décès ou soit de l'incapacité de travail. Donc, ça veut dire en cas éventuellement d'arrêt maladie. Pourquoi? Parce que nous, côté MSA, en fait, si on tombe donc sur ce cas de figure de situation, d'incapacité de travail ou de décès, on va être amené, en fait, on va être susceptible de verser des prestations à vos salariés. Ce qui signifie qu'en fait, ils vont pouvoir peut-être percevoir des indemnités journalières complémentaires ou des indemnités en cas d'invalidité ou bien évidemment des indemnités en cas de décès, par exemple d'un versement de capital ou de rente. Donc, il est vrai que c'est absolument important que vos salariés puissent être bien couverts et que vous soyez aussi en conformité avec vos obligations en tant qu'employeur de mettre en place ce contrat de prévoyance. Donc là, on est vraiment sur la partie qui concernait la garantie d'incapacité de travail et de décès. On a aussi dans la partie prévoyance, ce qu'on appelle la complémentaire frais de soins, donc plus communément, on va parler de la mutuelle santé. Donc là, on a aussi, des dispositions qui sont entrées en vigueur depuis déjà un certain nombre d'années et qui génèrent le fait que tout employeur, quel que soit son secteur d'activité et la taille de son entreprise, va devoir en fait proposer un contrat de couverture complémentaire santé à tous ses salariés. Donc là, c'est un petit peu, plus spécifique, c'est-à-dire que vos salariés actuels, lorsque vous employez vos salariés en tant que saisonniers, ils peuvent aussi peut-être avoir déjà un contrat en leur nom. Donc on verra après les dispositions parce que ça va souvent être le cas par rapport au secteur justement, que vous avez, à charge et notamment par rapport à l'emploi des travailleurs saisonniers. Ce qu'il faut savoir et retenir, c'est que soit votre entreprise, elle va dépendre d'un accord de branche ou d'un accord collectif local. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir souscrire en fait à un contrat collectif. Donc le contrat collectif, c'est vraiment le contrat de complémentaire santé collectif qui a été, j'allais dire, défini en fait par l'accord, par les collectivités de branches locales. Donc il y a des organismes assureurs qui ont été référencés, qui sont recommandés ou qui sont labellisés par les partenaires sociaux. Donc, on peut penser par exemple à l'organisme par exemple comme Harmonie Mutuelle ou Agrica Paysage pour la filière paysage. Mais vous avez aussi le choix de choisir un autre organisme assureur. Vous pouvez très bien adhérer voilà, auprès de votre assureur pour ce type de contrat. Dans ce cas-là, ce qui va être important, en fait, c'est de veiller à ce que le contrat qui sera souscrit, donc la complémentaire santé, elle va devoir effectivement répondre aux mêmes critères que si c'était un contrat collectif. Ça, après, voilà, les organismes assureurs sont bien également au fait hein, sur leurs obligations en termes de proposition de contrat qu'ils vont devoir vous établir. Ce qui va être important de retenir par rapport au fait d'employer donc des salariés en tant que saisonniers, c'est qu'en fait, on a des règles d'affiliation qui vont s'appliquer. Les règles d'affiliation prévoient en fait des conditions d'ancienneté. Donc, quand on est sur des CDD, donc des contrats à durée déterminée, l'ancienneté est d'un mois pour la filière paysage et de 3 mois pour les filières agricoles. Donc, ça signifie qu'effectivement, on va mettre en place un contrat de complémentaire santé qu'à partir du moment où ce délai d'affiliation rentre en vigueur. Donc, il faut que la durée de contrat, en fait, soit supérieure à 3 mois, par exemple, si vous vous trouvez sur l'activité agricole, on va dire polyculture élevage, par exemple.
Donc, au niveau de cette couverture, il y a quand même un dispositif alternatif qui nous paraissait important d'évoquer avec vous aujourd'hui, qui est le versement santé. Donc, le versement santé, c'est effectivement, on va dire, la complétude par rapport à la complémentaire santé frais de soins. À partir du moment où on a des contrats donc d'une durée inférieure à 3 mois, ou on a aussi des contrats sur le mode à temps partiel. Donc, ça veut dire que votre salarié, s'il bénéficie d'un contrat de complémentaire santé individuel à son niveau, vous allez pouvoir en fait contribuer à une participation à ce contrat. Donc, c'est bien le salarié qui doit vous faire la demande au moment de son embauche. Pour rappel, le salarié ne doit pas être bénéficiaire de la CSS, donc qu'on appelle la complémentaire santé solidaire, hein. Il doit bien détenir un contrat de complémentaire frais de soins individuel. En fait, ça signifie que vous allez participer en partie à la cotisation que lui paye auprès de sa compagnie d'assurance, par exemple. Et donc, c'est effectivement un élément qu'il vaudra aussi faire paraître au moment de l'établissement du bulletin de paye. Donc, à savoir qu'aujourd'hui, nos outils, nous, proposés par l'offre de service MSA, donc que ce soit le TESA simplifié ou le TESA plus, permettent effectivement de pouvoir déclarer en fait ce type de versement santé, ce type de participation. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions hein, sur le fil de conversation, questions-réponses, si vous avez besoin de revenir sur ces points par rapport notamment à la prévoyance qu'on vient d'aborder sur prévoyance, donc garantie d'essai, incapacité de travail et aussi par rapport à la complémentaire frais de soins. Donc ça, c'est les étapes effectivement qui sont essentielles pour vous en tant qu'employeur d'avoir déjà défini au moment où vous établissez la déclaration d'embauche. Lorsque vous établissez la déclaration d'embauche, vous allez aussi être confronté à devoir définir l'identité de votre salarié et de pouvoir en fait nous indiquer un certain nombre d'informations à ce sujet. Donc, on voulait également vous faire un rappel par rapport aux bonnes pratiques et vous rappeler effectivement que en tant qu'employeur, c'est vous qui êtes garant de l'immatriculation de vos salariés. Donc, ça veut dire qu'au niveau des informations que vous allez nous fournir et au niveau des pièces justificatives aussi que vous êtes amené à nous transmettre au niveau MSA, on exige effectivement un certain nombre enfin, de points importants, c'est-à-dire qu'effectivement, les documents que vous allez nous transmettre, d'une part, ils doivent être parfaitement lisibles et on doit avoir effectivement des pièces justificatives qui doivent être authentifiées, c'est-à-dire que vous, en tant qu'employeur, vous devez quand même être effectivement garant enfin, que ces pièces soient bien officielles et d'être vigilant en fait de vérifier qu'elles soient bien conformes et qu'elles portent bien tampon, signature, voilà, que ce soit bien des pièces d'état civil qui soient bien officielles. Donc, lorsque vous allez nous les transmettre en MSA, on a des dispositions qui sont rentrées en vigueur là à la fin de l'année 2023 et notamment un service en ligne qu'on voulait un petit peu remettre en évidence auprès de vous, qui est le service en ligne pour l'envoi de documents. Lorsque vous êtes sur votre espace privé en tant qu'employeur, c'est une nouvelle fonctionnalité donc, qui est apparue l'année dernière et qui vous permet de nous transmettre les documents, donc privilégier effectivement le format PDF pour nous faire la transmission, mais vous allez pouvoir effectivement nous annexer toutes ces pièces d'état civil par ce biais-là. Donc, je pense que ça peut être facilitateur aussi pour vous par rapport au dépôt que vous puissiez nous faire au préalable, voilà, par envoi courrier, etc. Donc, pensez bien à passer par ce service en ligne. Parce qu'effectivement, en fonction de la situation, côté MSA, on va pouvoir être amené en fait à avoir besoin, de documents supplémentaires. C'est-à-dire que lorsque vous allez faire la déclaration d'embauche, vous allez générer ce qu'on appelle l'immatriculation de votre salarié. Donc, si votre salarié est né en France, on va vous demander au moment de l'embauche de saisir le numéro de sécurité sociale, de compléter les données d'état civil, donc le nom de naissance, le prénom, date et lieu de naissance. Donc, soyez très vigilants hein, sur le report d'informations à ce niveau parce qu'effectivement, après, ça peut générer des complications pour l'immatriculation du salarié. Il peut y avoir des homonymes, etc. Donc, il faut être attentif au moment de cette complétude.
Rappel également sur le fait que si votre salarié ne possède pas de numéro de sécurité sociale, donc ça veut dire que il vous communique pas ni, l'extrait par exemple de ou une copie de sa carte vitale ou de son attestation d'affiliation. Pensez, effectivement à être vigilant et dans ce cas-là, ne pas reporter le numéro de sécurité sociale, c'est-à-dire que c'est pas une donnée obligatoire. Donc dans ce cas-là, au moment de la déclaration d'embauche, il vaut mieux ne pas mettre de numéro de sécurité sociale et de ne pas en créer un, puisqu'on a des employeurs parfois qui essayent de recomposer le numéro, mais il n'est pas recomposable. Donc ne mettez pas la donnée si vous ne l'avez pas, ne la reportez qu'à partir du moment où vous avez auprès de vous soit la copie de la carte vitale, soit une copie de l'attestation de sécurité sociale. De même, pour les plus jeunes travailleurs saisonniers, il faut savoir que l'attribution d'un numéro de sécurité sociale pour les jeunes s'effectue à partir de 13 ans, à partir du moment où ils ont eux-mêmes fait leur démarche. Donc, si vous ne disposez pas du numéro, qu'ils ne sont pas en mesure de vous le communiquer, ne mettez pas non plus le numéro de sécurité sociale des parents, hein, puisque le dossier d'affiliation ne va pas pouvoir se générer automatiquement. Pensez également, à partir du moment où justement le salarié n'est pas connu à notre régime MSA, ou en tout cas vous ne savez pas s'il peut être connu ou pas chez nous, il saura certainement vous dire s'il a déjà travaillé au régime agricole, de nous transmettre dans ce cas-là un justificatif d'identité. Donc soit une copie de la pièce d'identité recto verso ou du passeport. Si votre salarié est né à l'étranger, donc effectivement, on va avoir toujours cette notion de se dire, voilà, il faut qu'il y ait une bonne identification. Donc là, pareil, soyez bien voilà, à l'appui des documents et des justificatifs d'état civil que vous communique le salarié. On va vous demander effectivement la copie intégrale ou l'extrait d'acte de naissance. Donc ça, c'est un document supplémentaire qui est exigé par rapport aux salariés lorsqu'ils sont nés à l'étranger. Soyez vigilants aussi sur la régularité par rapport à la situation, on va y revenir un petit peu plus en détail après, par rapport au droit du travail. Donc, il y a des exigences effectivement qui vous concernent. Donc, je vais rentrer un peu plus dans le détail après. Il faut savoir que nous, donc, au niveau MSA, en tant qu'organisme de sécurité sociale, à partir du moment où le salarié est étranger, on va créer ce qu'on appelle un NIR. Donc, c'est un numéro d'inscription au répertoire qui va permettre de garantir en fait que ce salarié soit immatriculé au régime et bien évidemment qu'il puisse être couvert au titre de la maladie, de l'accident du travail et de la famille, de la retraite. Voilà, on va constituer effectivement une identification pour la suite aussi de ces démarches qu'il pourra avoir le bénéfice de ses droits au niveau des régimes sociaux. Donc, un peu plus dans le détail, comme je disais précédemment, c'est par rapport à la situation des salariés étrangers. Donc, il faut différencier en fait les salariés qui auraient une nationalité étrangère mais qui résident déjà en France. Donc, logiquement, ils détiennent en fait un titre de séjour qui vaut autorisation de travail. Néanmoins, c'est à vous en tant qu'employeur de faire une vérification que justement ce titre de séjour est bien valide en tant qu'autorisation de travail et donc, vous devez établir cette demande de vérification auprès de la préfecture, donc de votre département par rapport au lieu d'embauche. Vous pouvez établir cette démarche, il faut au moins la faire dans les 48 heures qui précèdent la date d'effet d'embauche. Donc, c'est des démarches aujourd'hui qui s'établissent en ligne sur Internet, qui vont vous permettre d'être sûr pour vous en tant qu'employeur d'être en conformité par rapport à ça. Si le salarié est donc de nationalité étrangère, mais qu'il réside cette fois hors Union européenne ou en dehors de l'espace économique européen, vous allez avoir une formalité supplémentaire à accomplir. Donc aujourd'hui, il y a un site qui est dédié, qui s'appelle donc le site administration étranger en France.intérieur.gouv.fr. On pourra peut-être vous le remettre dans la barre de conversation de questions-réponses où vous allez pouvoir effectivement établir une démarche en plusieurs étapes et qui va effectivement, à l'issue des étapes, vous fournir en fait une autorisation de travail. Donc ça, c'est vraiment vous couvrir vous aussi par rapport à l'emploi de salariés qui seraient de nationalité étrangère et en fonction de leur lieu de résidence actuel.
Donc, une fois que l'on aura effectivement établi donc l'identification du salarié, et ce, c'est quel que soit le mode de déclaration que vous aurez choisi, vous allez donc au-delà de l'identité du salarié, ça va donc générer en ce qu'on appelle ensuite, nous, l'affiliation. Il est très important de bien qualifier en fait que vous êtes sur l'emploi d'un travailleur saisonnier. Donc, on va parler, nous, au niveau MSA, de contrat saisonnier. Et comme on est en contrat saisonnier, que l'on est sur un format de contrat à durée déterminée, on va devoir mentionner aussi une date de fin prévue au contrat. Donc, on va vous montrer et illustrer en fait par rapport à chaque mode de déclaration choisi, comment j'indique l'identité de mon salarié et ce qui génère l'immatriculation, et comment j'indique la nature du contrat et la date de fin de contrat, ce qui va générer l'étape d'affiliation. Donc là, je suis sur une capture qui représente notre nouvel outil maintenant du TESA simplifié. Donc la présentation, si vous ne l'avez pas encore vue ou utilisée, vous allez voir qu'elle a un petit peu été modernisée. Donc vous allez avoir effectivement l'identification, donc ce que je disais précédemment, la complétude du numéro de sécurité sociale. Donc à partir du moment où vous êtes sûr d'en disposer et qu'il est fiable et connu, la date de naissance et effectivement, après, on va avoir toute l'étape donc d'identité, le nom d'usage et les prénoms. Donc, bien remplir et bien établir la complétude à ce niveau. Donc là, c'est quand je suis en TESA simplifié. De même, donc par rapport à ce que je disais précédemment, on va devoir donc indiquer le motif de recours au CDD et donc vous aurez en fait un menu déroulant où vous aurez la catégorie contrat saisonnier, CDD saisonnier qui apparaîtra. De même, effectivement, que la date de fin de contrat, donc qui est très importante à indiquer puisque ça permet vraiment de définir, bah, je suis sur un contrat de 2 jours, 15 jours, 1 mois, 3 mois. Voilà, c'est une complétude obligatoire. Lorsque vous êtes en TESA+, donc là, vous avez une présentation qui va être légèrement différente. On aura donc un bandeau qui va être à saisir par rapport à l'identification du salarié. Donc, effectivement, on a toujours le nom de naissance, le prénom, la date de naissance et donc le numéro de sécurité sociale qui va se compléter à ce niveau-là. Ensuite, on aura effectivement une complétude qui va être liée par rapport au contrat de travail. Donc, vous aurez pardon, le motif des recours, donc qui n'est pas sur un menu déroulant, cette fois qui est à sélectionner. Et on retrouve bien donc effectivement la caractéristique du contrat saisonnier. Pour les travaux donc là, c'est à vous de compléter si c'est voilà, récolte, cueillette ou ensilage ou d'autres activités, par exemple. Et également, bien mentionner donc la date de fin du contrat de CDD. Pour les employeurs qui seraient en DSN, donc là, vous avez une complétude toujours qui va être liée à la DPAE, donc qui va être liée au départ à l'état civil. Donc j'ai toujours les mêmes caractéristiques, nom, prénom, date de naissance et numéro de sécurité sociale. Par contre, comme j'utilise un logiciel de paye, là, je vais avoir effectivement des données qui vont s'enregistrer différemment. C'est-à-dire que j'ai un bloc qu'on appelle le point de dépôt, donc qui va être à renseigner par rapport, nous, au régime MSA, donc l'identification au niveau MSA. Et je vais devoir, donc là, c'est plus technique, mais c'est vrai que pour les utilisateurs d'un logiciel de paye, ce type de rubrique leur parle. On va devoir renseigner le code régime de base au risque de la maladie. Et donc, notre référence, nous, pour le régime agricole, c'est le code 300. Donc, toujours quand je suis en DSN, j'alimente différemment les données. Je vais également avoir un bloc qui va concerner le motif de recours au contrat de travail. Donc là, sur la caractéristique toujours du contrat saisonnier, j'ai donc un code à utiliser qui est le code 03 et qui correspond en fait à l'emploi à caractère saisonnier qui est à compléter. Et bien évidemment, j'ai aussi la complétude qui va concerner les dates de début et les dates de fin de contrat.
Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, hein, sur le question-réponse. Et puis, je vais laisser la main donc, et la reprise de la présentation à Madia sur la suite des thématiques. Parfait. Merci Émilie pour cette présentation précise et intéressante. Donc, en effet, on va reprendre avec les droits santé de vos salariés. On va reprendre avec les droits santé de vos salariés. Donc, il faut savoir que depuis le 1er janvier 2016, la protection universelle maladie, donc qu'on va appeler PUMA, garantit un droit maladie illimité pour tous et sans interruption entre les régimes. Les conditions pour ouvrir un droit maladie reposent sur des conditions, hein, donc sur une résidence en France de manière stable, régulière, supérieure à 3 mois à l'ouverture du droit, puis à 6 mois par an pour les années suivantes, soit aussi sur une autre condition qui est le critère professionnel. Il faut savoir que dès le premier jour d'embauche, donc en théorie, le salarié peut bénéficier de la prise en charge des frais de santé auprès d'un organisme de sécurité sociale dont il relève au titre de l'activité professionnelle exercée. Les droits santé sont ouverts en illimité, sauf pour les ressortissants étrangers, bien sûr hors Union européenne, la présence d'un titre de séjour en cours de validité dont le dossier de l'assuré est obligatoire pour l'ouverture ainsi que la continuité des droits. L'ouverture de ce droit permet une prise en charge à des prestations maladie, soit en frais de santé, et ce par le remboursement de frais médicaux, ou en indemnité santé, donc afin de prétendre à des indemnités journalières en cas d'arrêt maladie. Afin d'éviter les mutations interrégimes trop fréquentes dans le cadre d'une déclaration préalable à l'embauche, donc pour les saisonniers ou pour les TESA, les droits santé ne sont pas ouverts dans le régime de l'activité saisonnière. Ils sont maintenus dans la caisse donc du premier régime d'affiliation. Si votre salarié saisonnier souhaite expressément l'ouverture de droits auprès de la MSA, il doit en faire la demande. Donc, la demande, soit en nous appelant, soit en envoyant un message via son espace privé. Pour vos salariés saisonniers qui sont nés hors du territoire français, au moment de la déclaration préalable à l'embauche, l'employeur doit adresser à la MSA les justificatifs d'état civil, donc l'extrait d'acte de naissance, ainsi que le titre de séjour, Donc, il faut savoir qu'un dossier complet va nous permettre, hein, comme elle l'a précisé Émilie, va nous permettre d'attribuer le numéro d'inscription au répertoire ou ce qu'on appelle le numéro de sécurité sociale. Et donc, par la suite, faciliter l'ouverture des droits santé. Pour les ressortissants Union européenne ou espace économique européen, l'ouverture des droits santé se fait comme pour les salariés français, soit sur l'activité, le critère pardon, d'activité et le critère de résidence. Les ressortissants hors Union européenne, et l'espace économique, le droit maladie s'ouvre sur la base du titre de séjour. La période de droit maladie ne peut pas aller au-delà de la période de validité du titre de séjour à laquelle on ajoute une période de 6 mois. Et dans tous les cas, la MSA envoie ou adresse un courrier à ses salariés avec un titre de séjour avant la fin de validité pour nous adresser le renouvellement ou le récépissé.
Pour les saisonniers de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, les droits maladie s'ouvrent uniquement durant la période du contrat de travail. Donc, si vous avez recours à un jeune travailleur, il faut savoir que pour l'embauche des jeunes travailleurs, la réglementation du travail prévoit qu'aucun jeune ne peut travailler avant d'être libéré de l'obligation scolaire, c'est-à-dire 16 ans. Mais par exception, les adolescents de 14 et 15 ans peuvent travailler pendant les vacances scolaires sous réserve de ne pas effectuer des travaux dangereux, insalubres ou au-dessus de leurs forces. Pour ces jeunes donc de 14 et 15 ans, une déclaration est nécessaire auprès de l'inspection du travail, avec des précisions sur le nombre de jeunes concernés, leur nom, prénom, l'âge, la nature des travaux qui leur seront confiés et les lieux précis où ces travaux seront effectués. Jusqu'à son 18e anniversaire, le jeune salarié bénéficie des règles de protection en matière de durée du travail et de sécurité. Et donc, c'est des règles qui varient selon l'âge. Les droits santé pour vos jeunes travailleurs étudiants. Si l'activité est uniquement pendant la période estivale, donc, l'étudiant reste rattaché à son régime de protection sociale actuel, donc par rapport à ses études. Donc, aucune affiliation, il y aura pas d'affiliation au titre de l'activité professionnelle. Et donc, il convient de renseigner hein, donc sur la DPAE ou dans la DSN la date de fin de contrat au plus juste. Si l'activité professionnelle s'exerce au-delà de la période estivale, et donc et si elle est supérieure à 150 heures par trimestre durant l'année d'études, l'étudiant sera alors affilié au régime au titre de l'activité professionnelle. Donc, une activité peut avoir un risque d'accident de travail. Il faut savoir que l'accident du travail est tout accident qui est survenu sur le lieu du travail ou lors de trajets en lien avec le travail. Ça peut être pour des déplacements professionnels, pour des trajets aller-retour au domicile ou lors du repas. Il n'y a pas de condition d'ouverture de droit. Tout salarié est couvert dès la première heure de son embauche. Votre salarié victime d'un accident de travail doit vous déclarer à vous, l'employeur, l'accident dans les 24 heures qui suivent cet accident. Et vous, employeur, vous avez l'obligation de le déclarer à la MSA dans les 48 heures ouvrées. Vous avez aussi la possibilité, voire l'obligation de remettre à votre salarié victime de l'accident de travail ou du trajet une feuille d'accident de travail. Elle est valable pendant toute la durée du traitement. Donc bien sûr, je parle du traitement, suite à l'accident du travail. Il vous est possible de procéder à la déclaration accident de travail directement depuis votre espace privé. Donc, dans l'espace entreprise, dans l'onglet Mes services, maladie et accident, puis déclarer un accident de travail salarié. Depuis cet onglet, vous pouvez déclarer l'accident de travail, effectuer une attestation de salaire qui est nécessaire pour le calcul de l'indemnité accident de travail et effectuer une attestation de reprise de travail. Et aussi pour émettre des réserves, si vous le souhaitez, quant aux circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Pour la partie indemnité journalière en cas d'arrêt maladie. Lorsque l'assuré a une activité régulière, la période de référence correspond aux 3 mois civils antérieurs à l'arrêt de travail. Lorsque l'assuré a une activité ou le salarié a une activité de caractère saisonnier
ou discontinue, la période de référence va correspondre aux 12 mois civils qui précèdent l'arrêt du travail. L'arrêt de travail. Donc, le temps de travail à retenir pour les travailleurs saisonniers est le nombre d'heures déclarées par l'employeur pendant la période d'activité. S'il ne remplit pas ces conditions, donc les conditions relatives à la durée du travail requise donc, pour un salarié standard, il fera l'objet de modalités particulières pour l'ouverture des droits. Donc, il devra effectuer, hein, comme précisé sur la diapo, il devra avoir effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils, ou bien les 365 jours consécutifs, ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC dans les 12 mois précédant l'interruption du travail, donc avant son arrêt. Pour les salariés saisonniers qui sont en arrêt, mais donc un arrêt d'une durée supérieure à 6 mois. Ils doivent être affiliés au moins 12 mois au jour de l'interruption du travail et avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC horaire pour les 12 mois civils précédant cet arrêt, ou bien les 600 heures de travail donc salariés ou assimilés au cours des 12 mois ou 365 jours. Donc, il y a 2 conditions, donc les 12 mois d'affiliation, donc puis les 2 conditions entre les 2030 fois le SMIC ou les 600 heures. Je vous rappelle la possibilité de nous adresser vos questions via l'onglet questions-réponses. Donc mes collègues sont disponibles pour répondre à vos questions. Donc, comme elle l'a précisé, Émilie, donc au moment de la déclaration préalable à l'embauche, un questionnaire sera complété et qui sera reçu par le service santé sécurité au travail. Si le contrat de votre salarié est inférieur à 45 jours et que vous n'êtes pas exposé, que le salarié n'est pas exposé à des risques particuliers, votre salarié peut bénéficier d'actions de formation et de prévention. La visite d'embauche n'est pas obligatoire, mais l'employeur ou le salarié peuvent demander une visite médicale. Pour les salariés saisonniers, si le contrat est supérieur à 45 jours, la visite d'embauche est obligatoire, sauf dans le cas où le poste que le salarié saisonnier occupe est équivalent à celui de son précédent contrat et qu'il n'y a aucune inaptitude n'a été reconnue ou déclarée au cours des 24 derniers mois. Donc, on a souhaité aussi partager avec vous quelques informations qui sont disponibles sur le site MSA. Donc, on a mis à votre disposition et la MSA met à votre disposition des kits pédagogiques pour réaliser la formation obligatoire à la sécurité des salariés saisonniers. Toutefois, vous avez la possibilité aussi de compléter le formulaire de contact si bien sûr vous souhaitez échanger avec nos conseillers en prévention. Et donc, on vous a mis le lien donc en bas de cet écran que vous pouvez consulter, que vous pouvez compléter et ça va vous permettre d'être mis en relation avec nos conseillers en prévention. Donc des kits aussi ou des guides d'accueil des saisonniers sont disponibles sur le site MSA que vous pouvez consulter pour préparer l'embauche de vos salariés saisonniers.
Je vous rappelle que la MSA est joignable donc par téléphone, donc comme c'est mentionné au 02 43 39 43 39. Donc pour les employeurs, il faut appuyer sur la touche 2, hein, donc c'est le choix numéro 2. Vous pouvez aussi nous contacter par message. Donc, vous avez la possibilité de nous l'adresser via votre espace privé dans la rubrique Contact et échange, nous envoyer un message. Comme vous pouvez aussi, depuis la même rubrique, nous demander un rendez-vous. Et donc, il faut savoir que la MSA peut vous recevoir sur un rendez-vous physique ou téléphonique si vous le souhaitez aussi. Donc, notre webinaire touche à sa fin. Nous restons avec vous le temps de répondre à toutes vos questions. Je vous remercie pour votre participation et de votre attention.